Bonjour à tous, vous écoutez La Parola, le podcast de la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie des procédés qui vous emmènent à la rencontre de ceux qui, grâce à la chimie, répondent aux grands défis qui attendent notre société pour un monde plus durable. Bonjour à tous, nous enregistrons aujourd'hui le 16e épisode de La Parola et nous recevons Pascal Métivier. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, vous êtes conseiller scientifique consultant et ancien directeur de la recherche dans un grand nombre d'industries du secteur de la chimie. Donc j'en cite quelques-unes, Sciences Co, Solvay, Rhodia, Rhône-Poulenc. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous allons parler ensemble du sujet de la décarbonation. Alors comme vous le savez, c'est un sujet prioritaire pour nos 20 écoles, notamment à travers le projet Décarbochine. C'est pas la première fois qu'on en parle sur ce podcast. Le projet Décarbochine, c'est un consortium que la Fédération Gay-Lussac a monté avec les IUT et France Chimie, qui est financé par l'ANR et qui nous permet de préparer les ingénieurs de demain, nos élèves donc, avec les compétences attendues par les industriels sur ce sujet spécifique de la décarbonation. On en a parlé aussi, nous lançons notre première Summer School, qui est dédiée à la décarbonation, et donc nous accueillerons une vingtaine de participants internationaux au début de l'été à l'école de chimie de Mulhouse. Bref, c'est un sujet majeur pour nos écoles, et plus largement pour le secteur de la chimie. Et donc nous allons tenter ensemble pendant ce temps d'échange de voir ce qui se cache notamment derrière ce mot décarbonation et quelles sont les évolutions notables pour l'industrie chimique, celles qui sont déjà là et celles que l'on attend dans un futur proche. Eh bien Pascal Métivier, à vous la parole. Et pour commencer, je voudrais vous demander comment vous définiriez la place de la décarbonation aujourd'hui dans le secteur de l'industrie chimique. Alors c'est absolument clé. Alors la question c'est pourquoi est-ce que c'est absolument clé ? En fait, il y a deux éléments importants à prendre en compte. Premièrement, l'industrie chimique dans son ensemble est une très très grosse consommatrice d'énergie. Et qui dit consommation d'énergie dit émission de gaz à effet de serre et de CO2. Donc, il faut réaliser que dans les procédés de chimie, 90 à 95% des émissions sont liées à la consommation d'énergie. Donc la priorité absolue numéro 1, c'est de décarboner l'énergie de l'industrie chimique. Et le deuxième élément, il faut aussi savoir que l'industrie chimique utilise environ 18% de la production de pétrole à l'échelle mondiale. Et donc il faut aussi, quand on fait ces produits, avoir en tête le développement aval et l'impact CO2 de ces produits dans la chaîne de valeur. Et donc regarder cet impact et réduire cet impact au travers de recyclage, de circularité, de modification de matières premières. Cette décarbonation est un élément absolument clé pour l'industrie et pour la planète. Merci beaucoup, merci pour ces chiffres qui nous permettent de bien resituer le sujet. Quels sont les principaux axes de recherche et de développement qui sont explorés pour réduire les émissions de carbone dans le secteur de la chimie ? Pour résoudre ces deux éléments que j'ai parlé, il y a en fait trois grands axes. Le premier, c'est cette conversion vers des énergies propres, puisque l'énergie est extrêmement importante. Et il y a encore beaucoup de recherches à faire pour être capable d'utiliser des énergies propres pour mettre en place ces technologies chimiques. Le deuxième élément, toute la recherche sur la circularité. Donc on parle beaucoup du recyclage, mais en fait c'est la réutilisation des produits en fin de chaîne de valeur de manière à pouvoir les réinjecter et donc réduire les émissions de CO2. Et le troisième élément, c'est malgré tout aussi une vieille technologie qui a toujours besoin d'être améliorée, c'est améliorer nos procédés pour que les procédés deviennent plus propres, pour qu'ils consomment moins d'énergie, de manière à rendre l'industrie chimique plus durable en général, en incluant la décarbonation, mais en allant aussi au-delà. Donc je note aller vers des énergies plus propres, favoriser le recyclage et améliorer les procédés. Est-ce qu'il y a des technologies nouvelles et prometteuses en chimie pour atteindre ces objectifs que vous nous citez ? Oui, donc il y a des grands axes de développement qui sont différents en fonction de la chimie que vous mettez en œuvre. Si on simplifie un petit peu, si vous prenez la chimie organique, donc la chimie organique, comme son nom l'indique, utilise du carbone et donc est potentiellement émettrice de CO2. Ici, les grands enjeux de la chimie organique, c'est réduire les émissions et la partie recyclage et en particulier l'utilisation de produits issus de la biomasse dans certains cas qui permettent d'utiliser du carbone renouvelable. Et pour cela, on a besoin de développer des nouvelles réactions, des nouvelles chimies, et la technologie de base qui permettra d'y arriver, en particulier si on cherche des technologies propres, ce sera la catalyse. Dans le cas de la chimie inorganique, est un petit peu différent, qui n'a pas de carbone intrinsèquement,
mais qui utilisent beaucoup d'énergie et où les réactions qui sont mises en œuvre sont, dans beaucoup de cas, de l'oxydoréduction. Le futur, c'est l'électrochimie. Et alors plus précisément, parce que j'ai l'impression que la catalyse et l'électrochimie existent depuis longtemps. Oui. Qu'est-ce qui est nouveau? Mais ce qui est nouveau, c'est que on a besoin de pousser un certain nombre de ces réactions vers des technologies plus propres. Alors si je prends par exemple l'électrochimie, on sait faire ces mêmes réactions sans faire l'électrochimie, en utilisant du pétrole, du gaz ou des choses comme ça. Et passer à des réactions d'électrochimie nécessite de mettre au point des nouvelles réactions, des nouvelles recherches qui permettent d'avancer encore plus cette technologie. Idem dans le domaine de la catalyse. Beaucoup de réactions ont été mises en œuvre et consomment beaucoup d'énergie. Développer des catalyseurs encore plus performants, encore nouveaux, permettent de diminuer les niveaux d'énergie nécessaires, permettent d'augmenter les rendements. Et donc, ce que l'on cherche, c'est des rendements proches de 100% pour ne pas avoir ni de déchets, ni d'émissions, ni de surconsommation d'énergie. Ces deux domaines, qui sont des vieux domaines, effectivement, comme vous l'avez dit, sont promis à un grand avenir avec des évolutions. On peut parler de photocatalyse, d'électrocatalyse. En électrochimie, il y a différentes technologies qui émergent, mais qui seront très importantes pour pouvoir décarboner et rendre aussi la chimie plus propre d'une manière générale. J'imagine qu'il y a quand même des contraintes économiques par rapport à ces changements et peut-être aussi des attentes sociétales. Les gens attendent, la société attend des évolutions en matière de durabilité. Comment est-ce que l'industrie chimique peut progresser entre ces deux pôles-là, donc à la fois les contraintes économiques et à la fois les attentes de la société? C'est effectivement une des grandes difficultés. On connaît aujourd'hui des technologies qui permettraient de faire les choses de manière décarbonée ou plus propre, mais à des coûts très supérieurs. Tant qu'il n'y a pas un accord ou des accords à l'échelle mondiale qui permettent d'obliger ou de faire en sorte, sans forcément obliger, que les gens s'alignent sur ces objectifs de développement durable, il y aura un problème. Parce que vous pouvez très bien envisager, j'investis, j'ai un procédé plus cher, il y a quelqu'un qui produit avec un procédé moins cher, plus polluant, c'est lui qui va gagner. D'accord? Aujourd'hui. Là, il y a une contrainte importante qui est absolument d'arriver à aligner l'ensemble des pays et de l'industrie sur des objectifs communs de décarbonation, de développement durable, sachant qu'il y a aussi besoin de trouver des nouvelles technologies qui permettent de résoudre ces problèmes de manière économique. S'il n'y a pas cet accord, le développement de la décarbonation, le développement des technologies plus propres prendra plus de temps. Alors, si on devait résumer les principaux défis rapidement, en quelques mots, de la décarbonation, à la fois du point de vue technique, réglementaire, économique, qu'est-ce que vous diriez? Les technologies existantes, comme je l'ai dit, ont très souvent un problème de rentabilité, soit lié à l'investissement initial, soit lié au fonctionnement. Et donc, il y a un besoin très clair de recherche et d'innovation pour amener ces projets vers des rentabilités meilleures et un besoin impératif d'alignement au sein de l'industrie et au sein des pays, de la communauté internationale, pour se mettre d'accord sur des objectifs à atteindre. Des beaux défis qui attendent les ingénieurs chimistes de demain. Ah oui. On a souvent tendance à croire que la belle recherche a été faite les années précédentes. Non, il y a autant de belles recherches à faire dans le futur que ce qui a déjà été fait. Et alors, si on regarde la mesure de l'impact des solutions, est-ce qu'aujourd'hui, on a d'autres indicateurs de mesure de la décarbonation? Quand on regarde les principaux acteurs industriels, ils publient régulièrement leurs émissions de carbone. Ils sont capables de mesurer différents types d'émissions de carbone. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on parle de scope 1, scope 2, scope 3, donc d'où viennent ces émissions, comment elles sont faites, et on suit ces objectifs. Donc l'industrie a les outils pour suivre les émissions de gaz à effet de serre sans le moindre problème, et donc peut se fixer des objectifs, peut les suivre. Et ce que l'on peut dire, c'est que les grandes sociétés industrielles se sont fixées des objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2030-2040 pour la plupart, qui permettront potentiellement à l'industrie de bien progresser. Vous avez eu une longue carrière dans la recherche dans l'industrie chimique. Est-ce que pour vous, il y a un changement profond de perception par rapport à ces sujets dans les équipes de recherche ou de développement, globalement, dans le secteur de l'industrie chimique? Alors, très profond. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais un jeune chimiste
organicien, les émissions de CO2, on ne savait même pas ce que c'était. Je pousse un peu, mais on ne prenait même pas en compte les émissions de CO2 dans les bilans de nos procédés. Les choses ont évolué progressivement et aujourd'hui, on ne conçoit plus de développer un procédé sans avoir un bilan carbone sur la partie émissions de CO2 complet. Donc c'est un vrai changement et ça fait partie des choses que l'on regarde dès le début de la recherche. Ça a un impact sur le choix des options technologiques que vous prenez. Il y a 20 ans, ça n'avait aucun impact parce qu'il y a 20 ans, l'énergie n'était pas chère, on ne regardait pas les aspects développement durable, donc c'était des aspects négligeables. On est passé du négligeable à absolument clé et important. Est-ce que vous diriez que le secteur de l'industrie chimique est en avance sur ces questions, puisque c'est un secteur qui est souvent accusé de polluer, de ne pas faire très attention à ces questions-là? Est-ce que c'est un secteur qui a dû, dans les premiers, prendre en compte ces questions? En fait, c'est un des secteurs, avec les secteurs qui sont extrêmement consommateurs d'énergie, qui a été un des premiers à prendre ces éléments en compte, à mesurer les émissions de CO2. C'est pas le seul, hein. L'industrie automobile est dans le même cas, mais c'est un des secteurs qui sont les plus avancés dans ce domaine-là, parce que cette consommation d'énergie et donc ces émissions de CO2 sont extrêmement importantes. Alors si on se projette, là on était sur 2030, 2050, pour vous, comment sera le secteur de l'industrie chimique par rapport à la décarbonation? Alors, ce que l'on peut voir, et je pense que ce qui arrivera en premier, c'est la décarbonation de la partie procédés industriels. Donc, ce qu'on appelle la neutralité carbone de l'industrie chimique. C'est-à-dire que les procédés utiliseront de plus en plus, voire 100%, des énergies renouvelables ou propres, avec, pour la plupart des grandes sociétés mondiales, des objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2040. Donc, une décarbonation de cette partie-là qui sera très importante. À l'horizon 2040, je ne pense pas que l'industrie aura été capable de recycler en fin de chaîne ou de réutiliser en fin de chaîne toutes les déchets qui sont source quelque part de gaz à effet de serre, mais aura bien progressé dans ce sens-là. Un certain nombre de sociétés ont pris des engagements importants à l'horizon 2050 sur ce qu'on appelle le net zéro, qui est différent. Il y aura encore du travail à faire, mais je suis d'un naturel optimiste. Je pense que la décarbonation de l'industrie sera là, et qu'on sera en bonne voie sur l'impact des produits chimiques en fin de vie et en particulier leur circularité, la réutilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui déchets comme matière première pour l'industrie. Pas m'empêcher de vous poser la question de quelles sont vos craintes? Qu'est-ce qui empêcherait l'industrie chimique d'atteindre ses objectifs? La géopolitique, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, décarboner implique un investissement sur le long terme et quelque part d'accepter sur le court terme des contraintes que les gens ne sont pas forcément tous prêts à accepter. En termes de prix? En termes de prix et en termes de développement, vous prenez des pays en voie de développement, ils ont pour ambition de se rapprocher ou d'arriver à des niveaux de développement proche des pays entre guillemets développés. La priorité dans ce cas-là n'est pas décarboner, mais est de se développer. S'il faut utiliser du charbon, s'il faut utiliser du pétrole pour pouvoir développer, parce que c'est ce que j'ai à disposition de pas cher qui me permet de me développer, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des éléments qui pourraient faire qu'il y ait un retard à ce développement-là. Pour finir, notre podcast est pas mal écouté par les jeunes de nos écoles de chimie, les futurs ingénieurs chimistes. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Alors, je vais déjà vous faire la publicité pour la chimie, puisque la chimie n'a pas toujours bonne presse, hein, on va dire les choses en face, mais la chimie, c'est la mère des transformations. Il n'y a rien, il n'y a pas de société avancée sans chimie. Regardez tout ce que vous utilisez autour de vous, tous les jours. Tout commence par de la chimie. On ne serait pas en train de se parler aujourd'hui s'il n'y avait pas de chimie. C'est un exemple, tout est chimie. Donc il faut impérativement travailler pour que la chimie continue à être cet élément intégrant de notre développement, mais soit plus propre. Et donc, pour y arriver, nous avons encore devant nous des années et des années de recherche et de développement en chimie pour faire que tout ce qui a été fait, qui a permis de transformer le monde depuis 100 à 150 ans, continue à le transformer dans le futur et le rendre plus durable. Un grand merci, Pascal, pour cet échange sur la décarbonation. Peut-être que vous avez des ressources ou des articles de référence qu'on pourra mettre en lien avec ce podcast pour ceux qui s'intéressent plus spécifiquement à ce sujet de la décarbonation dans le secteur de l'industrie chimique.
Oui, tout à fait. Il y a des articles spécifiques, que ce soit sur la décarbonation et aussi sur le développement durable. Un point qui est important, c'est que la décarbonation, c'est clé, mais il ne faut pas que la décarbonation vienne au détriment d'autres éléments de développement durable, de pollution ou de choses comme ça au niveau de la planète. Absolument. Donc, on invite nos auditeurs à aller chercher les liens, à bien se renseigner, à bien s'informer sur tous ces sujets. Et à bientôt pour un prochain épisode de La Parola. Au revoir Pascal, merci. Bientôt, merci. Vous avez aimé ce podcast ? Dites-le en mettant 4 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast, la Fédération Gay-Lussac fait sa chimie. Et retrouvez-nous sur notre site internet vinécoledechimie.com et nos réseaux sociaux. À bientôt.